Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite bonjour à tous et à toutes, désolée, il y a un petit délai. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe du Gastronomic Lab et de ses chercheurs pour ce troisième rendez-vous virtuel. Mon nom est Catherine Lune-Rollet, animatrice et ancienne chroniqueuse gastronomique, et j'ai le plaisir d'animer ces 4 webinaires. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième rencontre, comme je vous le disais d'entrée, et donc des webinaires qui s'adressent autant aux chercheurs, aux restaurateurs qu'à tous les acteurs de l'industrie alimentaire. Alors, sans plus tarder, je cède la parole aux co-directrices du Gastronomic Lab, Véronique Perrault, professeure-chercheuse à l'ITHQ, ainsi que Sylvie Turgeon, professeure titulaire à l'Université Laval. Merci Catherine Lune. Bonjour à tous et merci de prendre ce temps pour vous joindre à nous ce matin. C'est déjà le troisième rendez-vous et celui-ci vous permettra d'en découvrir ou d'en apprendre davantage sur des travaux en cours au Gastronomic Lab portant sur les chaînes d'approvisionnement et l'accès aux produits alimentaires locaux pour les restaurateurs. Comme vous avez pu le constater lors des 2 premiers rendez-vous, la recherche a été très active dans les dernières années et ce, afin d'appuyer le développement des connaissances sur lesquelles pourra se construire l'avenir en réponse aux enjeux actuels, ceux de développement durable notamment. Nous apprécions grandement votre présence avec nous. Pour ceux qui n'ont pas participé au dernier rendez-vous, nous profitons de l'occasion pour vous partager brièvement quelques faits saillants sur notre unité mixte de recherche. Depuis que le Gastronomic Lab a été créé en 2017, ce sont 21 projets de recherche qui ont été initiés et qui s'inscrivent dans l'un ou l'autre de 3 axes de recherche, soit gestion d'entreprise de restauration, produits, usages et techniques culinaires ou comportement du consommateur. Ces projets visent tous ultimement à soutenir la mise en valeur de la gastronomie québécoise par la recherche. Ce sont 23 chercheurs et 7 experts provenant principalement de nos institutions qui ont conçu et mis en œuvre ces projets, très souvent en interdisciplinarité. Ces rendez-vous sont l'occasion de rencontrer quelques-uns et quelques-unes des 36 étudiants et étudiantes impliqués dans ces différents projets du Gastronomic Lab depuis 4 ans. C'est aussi plus d'une centaine d'étudiants de divers programmes d'études professionnelles et collégiales qui ont pu profiter des activités pédagogiques permettant de les sensibiliser à la recherche. Les 2 premiers rendez-vous ont permis d'aborder les modèles d'affaires en restauration qui sont en évolution et les approches éco-efficientes en restauration et en services alimentaires institutionnels. Nous aborderons donc aujourd'hui l'approvisionnement local. Dès les étapes de consultation ayant conduit à l'élaboration de la programmation du Gastronomic Lab, les enjeux entourant l'accès aux produits alimentaires locaux ont été soulevés. La pandémie a exacerbé l'intérêt collectif à ce sujet. La rencontre d'aujourd'hui permettra de partager les travaux mis de l'avant par l'équipe du Gastronomic Lab pour mieux comprendre ces défis. Ils présenteront un portrait de la situation actuelle et des initiatives proposant des solutions concrètes pour favoriser l'approvisionnement local en restauration et en services alimentaires institutionnels. Avec la situation actuelle, ces enjeux sont toujours aussi pertinents. Les pratiques continuent de s'adapter et d'évoluer et nous espérons que ces présentations pourront vous inspirer. C'est maintenant le moment de mettre en valeur les artisans de la recherche au Gastronomic Lab. Nous espérons que ces présentations, ainsi que les échanges qu'elles susciteront, seront pour vous source de réflexion et d'inspiration. Nous vous souhaitons un bon rendez-vous. Merci beaucoup, mesdames. Alors, comme pour les dernières rencontres, à la fin de chaque segment, vous pourrez poser vos questions aux conférenciers. Et puisque c'est important pour nous que vous puissiez participer, interagir avec nous, voici d'abord une vidéo qui vous explique comment poser vos questions. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer, voici quelques informations techniques. En tant que participant, vous ne pourrez pas ouvrir votre micro sans permission ou partager votre écran. Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez utiliser le bouton « Lever la main » dans la barre d'outils en bas de l'écran. Le support technique vous contactera. Si vous avez des questions pour les présentateurs, vous pouvez utiliser le bouton Q&R à tout moment pendant les présentations. Le modérateur sélectionnera les questions pour la partie discussion avec le présentateur. Vous avez également la possibilité de voir toutes les questions posées par les participants. Par conséquent, si vous souhaitez faire une demande, assurez-vous qu'elle n'a pas déjà été faite. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à la question que vous aimez afin qu'elle soit en haut de la liste. Si le temps permet, le modérateur donnera la parole à certains participants. Dans ce cas,
utilisez le bouton « Lever la main » et le support technique autorisera l'activation de votre micro. La fonction de discussion vous fournira des informations générales concernant la session. Pardon? Alors, je vous présente, ça s'est terminé plus rapidement que je pensais, désolée. Alors, je vous présente le programme de la matinée. En première partie, aujourd'hui, nous discuterons des chaînes d'approvisionnement, des enjeux et des perspectives de solutions, dont une étude sur l'accès aux produits marins québécois. En deuxième partie, les présentations aborderont l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration ainsi qu'en contexte institutionnel. En troisième et dernière partie, nous parlerons notamment via des témoignages des différents acteurs, les questions d'accès aux produits locaux dans différents types d'établissements. Avant de visionner les 2 premières vidéos, voici quelques mots sur nos conférenciers, nos premiers conférenciers. Il y a d'abord Rémi Lambert, qui est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et le directeur fondateur du Centre de recherche en économie agroalimentaire. Précédemment, il était le directeur de département puis vice-doyen à la recherche. Il a aussi siégé sur le CA de l'Association pour l'innovation en agroalimentaire. En plus d'être affilié au Gastronomic Lab, il est président du conseil d'administration du Centre d'expertise en gestion agricole. Finalement, il a reçu le titre de chercheur Fellow du George Morris Center de Guelph et est le directeur de maîtrise de Ruby Iodi que je vous présente à l'instant. Alors, Ruby Iodi, notre deuxième conférencière pour ce segment, est agronome depuis 2012 et depuis près de 4 ans, elle accompagne des entreprises agricoles et agroalimentaires dans leurs projets, autant au niveau local qu'international. Ruby est titulaire d'un baccalauréat en sciences végétales de l'Université McGill, d'un certificat en administration des affaires de l'Université Laval et poursuit actuellement une maîtrise en agroéconomie à l'Université Laval, ce qui fera d'ailleurs l'objet de sa présentation. Alors, voici leur vidéo. On se retrouve tout de suite après et je vous rappelle que vous pourrez poser des questions en tout temps dans l'espace clavardage. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous et aussi remercier le Gastronomic Lab pour l'organisation de cette journée. Lorsque mes collègues Sylvie Turgeon et Véronique Perrault m'ont approché pour sonder mon intérêt à m'impliquer dans la programmation du Gastronomic Lab, cela m'a tout de suite intéressé. En fait, ce qui m'a plu en particulier, c'est l'approche multidisciplinaire qui caractérise les travaux du Gastronomic Lab. Dans ma carrière, j'ai souvent collaboré avec des scientifiques de différents domaines. Donc, ça fait partie de mon ADN, donc j'ai accepté avec plaisir. J'ai effectué quelques études dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, mais elles étaient toutes tournées vers des questions d'exploitation de la ressource, du comportement du pêcheur, ou encore l'analyse du potentiel de développement d'appellations réservées et de marques de certification dans le secteur des produits marins. Le projet que j'ai dirigé en collaboration avec Alain, mon collègue, qui porte sur le lien pêcheur-restaurateur, est donc pour moi une première. Donc, pour ce mot d'introduction, j'ai décidé de parler de l'impact prévisible de la numérisation sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire. En effet, la numérisation fait partie de notre quotidien depuis plusieurs années et elle aura des conséquences importantes sur la réorganisation des systèmes d'approvisionnement. Prenons l'exemple du commerce de détail. Il y a quelques années, les détaillants en fait, faisaient déjà face à une concurrence assez féroce sur leur marché. Par contre, cette concurrence-là avait pignon sur rue et on y faisait face en fait en offrant de plus en plus de services en magasin. Avec l'arrivée de la numérisation, en fait, et de nouveaux joueurs tels Amazon, Walmart en ligne et une multitude d'autres plateformes de plus ou moins grande importance, la compétition est devenue virtuelle et des épisodes tels que la COVID, qu'on a connu et qu'on connaît actuellement, offrent à ces plateformes une occasion de se faire connaître et de voir leur chiffre d'affaires s'accroître. La numérisation est une innovation radicale. Elle entraîne un changement profond de nos façons de faire, que ce soit sur nos façons de produire, de gérer ou encore nos façons de commercialiser les produits. Le secteur de la restauration n'y échappe pas. La numérisation a aussi effet d'accentuer les effets de la mondialisation, puisque les frontières géographiques sont, pour ainsi dire, éliminées. Et ça laisse entrer, en fait, de nouveaux joueurs de tout type. La littérature qui traite de l'approvisionnement dans le secteur de la restauration traite généralement de 2 principaux canaux d'approvisionnement. On parle des circuits courts et des circuits longs.
On s'entend généralement pour dire qu'un circuit court implique au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et le circuit long implique quant à lui plusieurs intermédiaires. Les premières plateformes virtuelles qui ont été développées au sein des circuits courts avaient principalement pour but d'offrir une vitrine pour une entreprise qui offrait en fin de compte à des consommateurs potentiels différents produits. Ce type de plateforme était essentiellement sous le contrôle du producteur. On assiste depuis quelques années au développement d'une multitude de plateformes où le producteur n'est plus le principal acteur. On n'a qu'à penser à Maturin, Arrivage, Via Terroir, DoorDash, etc. Ces plateformes sont basées sur la coopération de partenariats entre producteurs, consommateurs, restaurateurs, développeurs informatiques, spécialistes de la logistique, etc. On parle dans la littérature de plateformes de 4e génération. Le résultat final, cependant, fait en sorte que le consommateur est en lien direct avec la provenance de son produit, ce qui fait dire que les circuits courts sont appelés à se développer. On parlera sans doute de circuits courts de nouvelle génération dans les prochaines années. Un groupe de travail européen sur l'alimentation et le numérique soulignait qu'avec l'arrivée de la numérisation, les services et usages déployés autour du produit sont des sources de revenus aussi importantes que le produit lui-même. Parlons maintenant de la restauration virtuelle. On sait que depuis plusieurs années, la consommation hors foyer est en hausse. Cette tendance est sur le point de se transformer. Selon certaines données, en 2016, la croissance de la restauration pour emporter a surpassé celle de la consommation sur place et la COVID a sans doute accéléré cette tendance. Ici encore, le développement a été accompagné par des alliances faisant intervenir une tierce partie, par exemple DoorDash. Des témoignages de restaurateurs de chez nous sont d'ailleurs présents sur cette plateforme. Donc, faire son épicerie en ligne, profiter d'une livraison d'une tierce partie ou encore profiter à la maison d'un repas d'un restaurant de grande réputation font désormais partie de notre environnement. Ceci est le résultat, certes, d'un changement des habitudes alimentaires, mais aussi de l'arrivée de la numérisation. Ceci veut aussi dire le développement de circuits courts de nouvelle génération. Je pense entre autres à ce que la littérature appelle l'agriculture du milieu, soit une position intermédiaire entre les circuits courts et le circuit long. Ce type de circuit offre un volume important de produits et profite de technologies auparavant accessibles qu'aux acteurs de circuits longs. Un élément important qu'il faut tenir compte est le fait que ce type de filière, basée sur le numérique, permet l'acquisition d'une quantité importante de données, ce qu'on appelle le big data. Il est désormais possible d'analyser l'usage que les clients font de ces plateformes, de tracer leur profil de consommation et ainsi influencer leur choix par des offres qui leur seront faites directement sur leur smartphone, au moment précis où ils s'interrogent sur le type de mets qu'ils s'offriront pour leur prochain repas. Ceci peut signifier un développement de pouvoir de marché important pour l'acteur qui possède ces informations et qui contrôle le numérique. Face à ces changements, et puisque la numérisation touche l'ensemble des acteurs de la filière de la restauration, il devient nécessaire, à mon avis, de s'interroger sur la manière dont nous devrions nous coordonner pour assurer la transformation de notre système. À mon avis, le secteur de la restauration et celui de la production agroalimentaire doivent se positionner en collaboration avec les développeurs de plateformes afin que celles-ci répondent aux attentes des producteurs, des chefs et de leurs clients. La coordination est souvent la meilleure arme pour faire face à la compétition. N'oublions pas également que la prochaine étape sera sans doute l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec toutes ses implications dans la substitution de l'intervention humaine dans plusieurs fonctions qui caractérisent la chaîne d'approvisionnement. Plus près de nous maintenant, pourquoi s'interroger sur le lien pêcheur-restaurateur? Tout d'abord, nous avons débuté nos travaux avec la constatation qui avait été faite par le Gastronomic Lab, à l'effet que certains pêcheurs qui le désirent ont de la difficulté à trouver preneurs pour leurs produits et que certains restaurateurs ont de la difficulté à s'approvisionner de ces mêmes produits. Si on regarde la littérature, on y souligne que le lien entre ces deux acteurs est basé sur la confiance. Et de toutes les catégories de produits, le poisson semble être le plus problématique à cet égard. En termes de confiance, mon premier réflexe, étant donné mes récents travaux sur les marques de certification et les marques territoriales, a été de penser que ces dernières pourraient être des outils importants pour asseoir cette confiance et assurer une place aux produits de terroir québécois
dans la nouvelle tendance de la consommation hors foyer et de la restauration pour emporter. Ceci rejoint d'ailleurs les objectifs du gouvernement du Québec qui désire accroître la part des produits québécois dans nos assiettes. Une question qui m'est venue à l'esprit a trait au fait que si ce lien de confiance passe par un contact étroit entre ces deux acteurs, comment le rendre plus efficace étant donné l'éloignement géographique qui existe entre pêcheurs et restaurateurs? La numérisation serait-elle la réponse? Avec ce que nous venons de dire, et en particulier avec le développement de l'agriculture du milieu, rendu possible par la numérisation, je pense que oui. En termes de programme de recherche, ce qui vient d'être dit pourrait se résumer ainsi. Comment mieux se coordonner en utilisant les possibilités qu'offre la numérisation? Quel modèle d'approvisionnement permettrait d'assurer un lien efficace entre restaurateurs et pêcheurs ou producteurs? Comment les marques territoriales pourraient profiter de la numérisation pour se positionner auprès des restaurateurs et des clients comme porteuses d'une image de qualité? Jusqu'à quel point ces marques territoriales pourraient servir de marque virtuelle de la restauration au Québec? Et enfin, comment faire en sorte que le pouvoir de marché qui est susceptible d'apparaître dans les chaînes d'approvisionnement virtuelles ne se fasse pas au détriment des producteurs et des restaurateurs? En terminant, je pense que l'initiative Gastronomic Lab, mise de l'avant par l'ITHQ et l'INAF de l'Université Laval, est un endroit tout indiqué pour discuter de ces questions, bien sûr en collaboration avec les acteurs directement concernés, je parle des chefs. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente rencontre. Bonjour, mon nom est Ruby Iodi et je vais partager avec vous les résultats du terrain que j'ai fait dans le cadre de ma maîtrise. L'objectif de cette recherche est de faire un diagnostic du réseau de la commercialisation des produits de la pêche dans le contexte de la restauration. Une parole que j'ai souvent entendue de la part de restaurateurs est « Mon approvisionnement le plus difficile est en fruits de mer et en poissons ». Et c'est d'ailleurs ce constat qui est à l'origine de cette étude. Donc, avant d'aller sur le terrain, j'ai fait une revue de la littérature et sélectionné le paradigme SCP, structure, comportement, performance, pour l'analyse de la filière. Cela a été la base pour développer les questionnaires pour les entrevues semi-dirigées avec les pêcheurs, les transformateurs, les distributeurs et les restaurateurs. Ainsi, je vais partager avec vous les constats qui ressortent de mes entrevues. Je vais aller des pêcheurs aux transformateurs comme pour suivre le parcours des produits de la pêche. Donc, tout d'abord, les pêcheurs. Ils vendent principalement aux industriels de la pêche et exercent moins de pouvoir sur la commercialisation de leurs produits. Comme un pêcheur m'a dit, les pêcheurs sont avant tout des pêcheurs. Le cas dans lequel les pêcheurs exercent plus de pouvoir sur la commercialisation de leurs produits est quand ils intègrent la commercialisation en créant par exemple un regroupement qui exploite une usine de transformation, auquel cas ils jouent selon les mêmes règles que les autres transformateurs. Pour la transformation et les industriels de la pêche, il y a clairement une ouverture de vendre leurs produits au Québec. Certains transformateurs se sont d'ailleurs regroupés pour offrir une plus grande variété de produits. De façon générale, ils ne vendent pas directement aux restaurateurs, mais passent plutôt par des distributeurs qui, eux, ont la logistique de distribution adéquate pour cette clientèle. Une contrainte principale des transformateurs est le volume. Ils sont en effet mieux organisés pour approvisionner de grandes quantités, comme des containers ou à la limite des palettes, mais beaucoup moins pour des boîtes ou des caisses. L'autre contrainte majeure est celle des prix. Ils veulent en effet obtenir le meilleur prix et le meilleur volume possible pour leurs produits. Pour la distribution, il y a des contraintes au niveau de leur approvisionnement ainsi que la clientèle. Pour les approvisionnements, ils ont des exigences au niveau de la standardisation des produits, des normes de salubrité et de la logistique. Cela est limitant pour les petits pêcheurs individuels, les petits transformateurs, et favorise plutôt des entreprises de plus grande taille. Au niveau de la clientèle, les problématiques qui ressortent sont plutôt au niveau du volume demandé pour certaines espèces, ainsi que le prix souhaité. Il est à noter qu'il est moins facilitant pour eux d'avoir des produits frais, à l'exception de certaines espèces qui sont plus populaires. Finalement, pour la restauration, le consensus est qu'il est difficile pour les grandes tables de s'approvisionner en produits de la pêche du Québec, particulièrement de produits frais. Parfois, ils doivent tisser des liens avec plusieurs pêcheurs, ce qui complique les approvisionnements. De plus, les produits ne sont pas toujours en mesure de se faire livrer au restaurant. Donc, certains font l'étape additionnelle pour aller chercher leurs produits à l'aéroport ou à la gare d'autobus, mais pour la majorité, il s'agit d'un deal breaker ou d'un élément rédhibitoire.
Une limite de l'étude est que je n'ai pas interviewé d'autres types de restaurateurs. Mais bien que cela n'ait pas été le cas, il en ressort que la problématique pour eux est plutôt au niveau des prix qui sont plus élevés que ce qu'ils souhaiteraient pour ces produits. En conclusion, je trouve qu'il y a une certaine inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, pour les grandes tables, l'emphase est plutôt mise sur les produits frais, tandis que la distribution a une plus grande offre de produits transformés, comme congelés, fumés, etc. Les établissements qui sont plus en même de vouloir ces produits sont aussi ceux qui sont plus sensibles au prix et qui se tournent donc vers des produits étrangers qui sont moins dispendieux. Ceci étant dit, il n'y a pas juste des difficultés, il existe des initiatives qui permettent de rapprocher les maillons de la chaîne pour que les produits de la pêche soient plus disponibles au niveau de la restauration. Une initiative plus récente, par exemple, est celle de la pêche au thon. Donc, bien qu'il s'agisse de très petits volumes, les pêcheurs, les transformateurs et les restaurateurs travaillent ensemble pour que cette ressource puisse se retrouver dans l'assiette des consommateurs au restaurant. Merci beaucoup à vous deux. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, encore une fois, je vous invite à poser vos questions dans l'espace de clavardage. Vous savez, l'industrie de la pêche et son accessibilité à des produits québécois, c'est un sujet qui est extrêmement chaud, est extrêmement intéressant aussi. Donc, moi, j'ai peut-être des petites questions en attendant que vos propres questions arrivent. D'abord, Ruby, là, évidemment, ce que j'ai compris, c'est que les pêcheurs préfèrent vendre leurs produits en bloc, d'une certaine façon, aux usines de transformation parce que c'est plus simple pour eux. Donc, à qui, par la suite, ces usines vont vendre leurs produits? Puis pourquoi ça se passe comme ça? Certainement. Oui, les pêcheurs, en général, vendent en bloc aux usines de transformation juste pour la facilité. Puis comme je disais, parce que ce n'est pas tant leur spécialité, la commercialisation. Les usines, à leur tour, elles vont vendre en grand volume à des distributeurs, à des chaînes de restauration, souvent aux États-Unis. Donc, en fait, ce qu'ils me mentionnaient, parce qu'il y en a qui ont des grands volumes, des chaînes qui ont beaucoup d'enseignes. Puis ça va aussi être vendu à des chaînes d'alimentation qui, eux aussi, ont de grands volumes pour recevoir leurs marchandises. Parce qu'on sait, hein, 50% du poisson au Québec passe par Boston avant d'être revenu vendre au Québec. Donc, il y a une espèce de circuit là, qui se fait alors que le poisson pourrait rester au Québec. Mais ce que je comprends, c'est que c'est plus facile pour les pêcheurs, donc effectivement, de vendre en bloc, là, au détriment peut-être des Québécois. Pour les pêcheurs, oui, ben en fait, les pêcheurs, c'est aussi la logistique qui est quand même compliquée pour eux-mêmes d'organiser, fait qu'ils se concentrent sur leur opération de pêche. Oui. Puis il y a aussi une question de, même au niveau, c'est une association qui m'en a parlé, c'est facile en fait quand ils vendent au niveau des transformateurs parce que même au niveau de leurs impôts, ils n'ont pas de démarche supplémentaire à aller faire parce qu'ils ont déjà un revenu, ils ont des preuves qui vont avec. Par contre, ils ont plusieurs petits clients, il faut aussi s'occuper de cette partie-là au-delà de la logistique. Absolument, effectivement, ça fait plus de paperasse. Merci beaucoup. Alors, comme je vous dis, j'attends toujours vos questions de vous, cher public, si vous avez envie, donc, avec nos deux experts d'aujourd'hui, parler de pêche. Rémi, très intéressante vidéo. Vous mettiez vraiment bien la table. Vous mentionniez les circuits courts qui seront réinventés avec la numérisation. Pouvez-vous élaborer un peu plus là-dessus? Oui, en fait, ce que je mentionnais, c'est que le fait d'avoir la numérisation permet, en fin de compte, de l'impact de ça, finalement, l'accumulation d'une information qui est très volumineuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment maintenant où on fait un acte d'achat, on laisse une trace. Et l'idée du circuit court, bien sûr, c'est le rapprochement du consommateur et du producteur, appelons-le comme ça, ou du restaurateur, par exemple. Oui. Et ça, c'est de plus en plus en demande, en fait, de la part des consommateurs, de connaître l'origine du produit, sa provenance, et qui a finalement travaillé sur ce produit-là. Donc, ça, c'est une demande qui est de plus en plus présente. Et le circuit court, bien sûr, permet ça. Mais avec l'arrivée de la numérisation, bien, moi, ce que je vois, c'est qu'on va être capable finalement d'accroître le volume de produits où le consommateur, finalement, va pouvoir s'approvisionner. C'est-à-dire que la coordination de la filière va être plus facile. Donc, on va migrer finalement d'une offre qui est souvent faite par de petites entreprises, souvent, vers une offre qui est peut-être agrégée
à cause justement de la numérisation. Donc, le consommateur va avoir devant lui une offre qui va être un peu plus volumineuse. Et c'est ce qu'on parle quand on dit des circuits du milieu ou l'agriculture du milieu, c'est que tu as de plus en plus finalement de producteurs qui se tournent vers ce genre d'offres-là dans l'esprit du circuit court, c'est-à-dire d'offrir directement au consommateur, même s'ils ont un volume de plus en plus important, parce que souvent, ces entreprises-là, qui sont un peu de taille moyenne, sont de plus en plus exclus des grands acheteurs, des grands distributeurs, etc. Donc, ils sont un peu coincés entre les deux et la numérisation leur permet finalement de se faire connaître comme offreur. Donc, la restructuration du circuit court, moi, je la vois de cette façon-là, avec la numérisation. Évidemment, avec la numérisation vient aussi l'accumulation de données, si je peux dire. Donc, on crée des bases de données qui vont peut-être, ça aussi, vous l'avez un peu amené dans votre présentation, mais qui vont peut-être changer aussi les pratiques d'achat, qui vont vouloir profiter de la restauration pour emporter. Donc, comment les restaurateurs vont pouvoir utiliser ces données-là pour leurs bénéfices? Oui, ça, c'est la grande question de l'accumulation de données. Premièrement, par qui elle est contrôlée, cette information-là? Et c'est une information qui est très riche parce que moi, je suis un utilisateur de la restauration au foyer, en particulier depuis la pandémie. La tendance était déjà là auparavant, mais avec la pandémie, bien sûr, on l'a très bien noté. Et puis, donc, cette accumulation de données-là, en fin de compte, permet à la personne qui a le contrôle de connaître le profil du consommateur. On n'a qu'à faire le parallèle avec ce qu'on appelle les cartes de fidélité des distributeurs, des détaillants alimentaires. Chez moi, je reçois finalement régulièrement de mon épicier une offre de produits qui correspond à mes achats antérieurs parce que je laisse une trace lorsque je vais à l'épicerie. C'est la même chose un peu avec les achats en ligne. On laisse une trace. Ces offreurs-là, finalement, vont être capables de nous retracer. Je dis offreurs, mais en fin de compte, c'est surtout ceux qui possèdent l'information. Donc, ces gens-là vont vendre ces services-là à par exemple, des restaurateurs ou des producteurs. Et ça va permettre, encore une fois, de rapprocher le client et le producteur. Mais celui qui contrôle l'information, c'est drôlement important. C'est pour ça que je mentionnais la coordination. Moi, la question que je pose, c'est comment est-ce que, par exemple, dans l'industrie de la restauration, on pourrait faire en sorte que l'information profite en premier lieu au restaurateur, le service qui est offert. Je peux faire le parallèle avec au niveau de la gestion agricole présentement. On a travaillé, nous, sur un projet pour faciliter en fait la tenue de livres et ça s'applique finalement dans tous les domaines. D'ailleurs, il y a des restaurateurs qui sont en train de faire l'expérience de ce logiciel-là qui permet de faire une comptabilité en direct sans aucune intervention finalement. Donc, la comptabilité se fait directement. Mais l'important pour nous, ça a été que l'information qui est collectée pendant ce processus-là de mise à jour de la comptabilité ne soit pas la propriété finalement de l'organisation sur laquelle je travaille. C'est le producteur qui est propriétaire de son information. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on est dans d'autres secteurs où il y a de la numérisation. C'est souvent contrôlé par des entreprises qui ont le contrôle, en fin de compte, de la programmation, etc., et qui utilisent ça à leur fin pour offrir des services. Et encore une fois, comme je le mentionne, ce service-là va être autant aussi payant, finalement, que le produit lui-même à un moment donné. Absolument. On a juste à penser à Google ou Facebook qui réussissent à nous cibler et avoir tellement d'informations sur nous. On pourrait transposer ça justement sur des données pour la restauration, le milieu alimentaire. Bien, merci beaucoup à vous deux. Ça a été très instructif, très intéressant aussi, encore une fois, pour mettre la table donc pour ce troisième rendez-vous virtuel. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de pêche, l'équipe du Gastronomic Lab en profite de cette occasion pour vous inviter à surveiller la tenue du salon Fourchette Bleue d'Exploramer, un salon qui est dédié aux poissons et fruits de mer du Saint-Laurent qui se déroulera le 22 et 23 février prochain à Rivière-du-Loup. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter notre prochain intervenant. Il s'agit d'Alain Girard, professeur-chercheur à l'ITHQ et rattaché à l'unité de recherche Gastronomic Lab. Il a développé une expertise dans les pratiques culinaires et alimentaires des immigrants de première génération et s'intéresse particulièrement aux cultures alimentaires. Il a plusieurs intérêts, dont celui pour les acteurs qui participent à la mise en valeur des produits et des territoires, ainsi que sur les étapes de la vie des mangeurs. Il mène enfin une recherche sur les pratiques d'approvisionnement des services alimentaires et les circuits courts de distribution de produits alimentaires.
Sa présentation sera suivie d'un bref témoignage de Jean-Pierre Curtat, chef exécutif au Casino de Montréal. Donc, M. Curtat, après une formation à l'ITHQ, a fait carrière entre le Québec et la France avant d'être le chef exécutif du Casino, où il occupe aussi les fonctions corporatives de développement de la restauration. Jean-Pierre Curtat a multiplié les engagements soutenant la reconnaissance nationale et internationale dans la restauration québécoise. Alors, voici leur vidéo et encore une fois après, ce sera suivi d'une période de questions. Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter quelques résultats des recherches que je fais depuis presque 3 ans maintenant auprès d'acteurs de la restauration autour de la question de l'approvisionnement et plus spécialement de la question des produits locaux. J'ai intitulé ma présentation « S'approvisionner en produits locaux en contexte de restauration ». Pas si simple. Peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est, ça veut dire quoi local? Effectivement, il y a plusieurs définitions pour le terme de local. Mais je dirais, pour simplifier les choses, qu'on voit 2 logiques à l'œuvre dans ces définitions du mot local. Il y a une qui est géographique et écologique, qui est liée à la distance entre un point A et un point B, donc qui est toute la question du transport et donc de l'empreinte écologique, pardon. Et l'autre logique qui est liée aux dimensions économiques et qui met l'accent sur les emplois créés. Donc, on peut vouloir travailler avec des produits locaux par souci environnemental pour encourager le développement ou le maintien, de secteurs économiques de sa région, pour la qualité des produits qu'on peut facilement identifier par la relation qu'on peut avoir avec un producteur ou un artisan, ou toutes ces réponses à la fois, bien entendu. Juste une petite parenthèse, local n'équivaut pas à durable. On fait souvent l'amalgame, mais c'est pas dans le concept de durabilité, de développement durable, il y a plusieurs éléments qui entrent dans cette définition-là, dont les questions environnementales, mais aussi les questions sociales et les questions économiques. Et alors, la question de la distance qu'un élément va parcourir n'est qu'un des éléments de la mesure de sa durabilité. Pour finir, le contexte actuel est très favorable à l'achat local. Bien entendu, la pandémie de COVID-19 a mis au jour des incongruités ou des faiblesses dans nos systèmes de distribution mondialisés. A aussi, puis bon, la question des changements climatiques qui a été mise de côté un peu par la question de la COVID, mais ces questions-là vont nous rattraper quand on aura un peu tassé la COVID de côté, et qui sont liées à l'agriculture, mais également pour ce qui est du bioalimentaire, là. Donc, les changements climatiques liés à l'agriculture et aussi beaucoup au transport des aliments qui parcourent souvent des milliers de kilomètres pour parvenir jusqu'à nos assiettes. Enfin, le contexte politique est favorable lui aussi. On voit les efforts, par exemple, du gouvernement du Québec depuis les 2 dernières années pour favoriser l'achat local, pas seulement dans les supermarchés ou dans le commerce de détail, mais également dans la restauration et plus spécifiquement dans la restauration institutionnelle. On y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Maintenant, acheter local ou s'approvisionner en produits locaux pose beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis pour les restaurateurs. Et ces enjeux-là ne sont pas les mêmes selon les types de restaurants ou selon les modèles d'affaires, si on veut, de ces restaurants-là. Alors, qu'on soit une grande table, une cuisine de marché, un restaurant. Puis là, il y en a énormément qui fonctionnent dans ce que j'appelle ici un modèle mixte, c'est-à-dire qui fait un mélange de grande distribution et de produits nichés ou de produits qui proviennent directement de producteurs ou d'artisans. Et là, évidemment, le pourcentage entre la grande distribution et la proximité avec des producteurs va varier d'un restaurant à l'autre, puis va sans doute faire partie de sa proposition de valeur. Mais également, les grandes chaînes et enfin les services alimentaires aussi vivent tous des enjeux particuliers avec l'approvisionnement en produits locaux.
La question du nombre de fournisseurs est importante parce que plus on veut servir de produits locaux, plus on risque de multiplier les fournisseurs. Donc, évidemment, de se créer des problèmes de logistique ou de rencontrer des problèmes de logistique, puis des problèmes aussi de livraison enfin, tout ce qui est lié à la logistique, la quantité disponible et la prévisibilité, pardon, et à la fin du mois, évidemment, la facturation pour l'ensemble de ces fournisseurs-là. La traçabilité est toujours un enjeu, bien entendu, surtout à partir du moment où on veut travailler avec la grande distribution, mais quand même avec un esprit d'achat local. C'est pas toujours évident, puis c'est encore plus vrai quand il s'agit d'un produit préparé ou un produit transformé, qu'on veut quand même servir au restaurant, un dessert ou quelque chose comme ça. De surtout les éléments qui composent le produit. Là, c'est extrêmement difficile de voir d'où ils viennent exactement. Donc, ça demande évidemment de la flexibilité au niveau de son menu, de la flexibilité aussi au niveau de ses recettes pour suivre ces fluctuations-là. La question des prix est importante aussi parce que ces produits-là locaux ont un coût qui est souvent un peu supérieur. Des fois, ça dépend de la qualité, mais des fois plus supérieur à l'international. Bon, la qualité est là, mais faut voir aussi la capacité de payer de ses clients et de son modèle d'affaires. Et finalement, j'aurais dû commencer avec celui-là, la question de la saisonnalité, bien entendu, surtout au Québec ici, a des effets énormes sur les produits qu'on peut avoir à certains moments de l'année. J'aimerais maintenant prendre un peu de temps pour parler spécifiquement du cas des services alimentaires institutionnels. Et puis, je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais j'ai travaillé depuis un peu plus de 2 ans avec très près de l'ensemble des acteurs des services institutionnels, des services alimentaires institutionnels, pardon, et ce qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur leur réalité et sur les contraintes qu'ils vivent. Mais je trouve ça important d'en parler, entre autres, parce que ce sont des restaurateurs qui nourrissent des centaines de milliers de personnes par jour, qui le font très bien et très efficacement. Mais aussi, si on additionne l'ensemble des achats que font ces services alimentaires institutionnels-là, ça fait environ 2 milliards de dollars par année d'achat de produits alimentaires. Donc, c'est un pouvoir d'achat qui, s'il pouvait s'exprimer pleinement, pourrait encore plus contribuer au développement de l'économie du Québec, mais plus spécifiquement des industries bioalimentaires. Donc, ces services institutionnels-là touchent plusieurs secteurs d'activité, comme les milieux de la santé, de l'éducation secondaire et post-secondaire, les milieux de travail du domaine public, ainsi que les milieux de la petite enfance. Et ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des petites unités, mais il y en a probablement 1 millier et un peu plus à la grandeur du Québec. Donc, ça fait quand même beaucoup de petites bouches à nourrir. Alors, la politique actuelle du gouvernement du Québec et plus spécifiquement le plan stratégique du MAPAC demande aux services alimentaires institutionnels, donc qui reçoivent de l'argent de l'État pour fonctionner, de produire des cibles en matière d'achat local et cela dans les 2 prochaines années. Donc, et évidemment, ça leur pose des défis et des enjeux. Le premier étant d'essayer de comprendre ce qu'ils achètent et la provenance de ce qu'ils achètent. Et je peux vous dire, et tout à l'heure, Stéphanie Vizina vous en donnera un exemple, c'est vraiment pas évident de savoir ce qu'on achète. Et je fais partie d'une équipe de développement d'un outil qui va permettre de pouvoir assurer un suivi des achats des services alimentaires. Mais Stéphanie vous en reparlera aussi également. Mais au-delà d'identifier la provenance des aliments pour être capable de produire une stratégie en matière d'achat local. Les contraintes que vivent les services alimentaires sont par exemple liées aux appels d'offres qui les empêchent de favoriser les produits locaux à l'intérieur des appels d'offres. On pourra en parler tout à l'heure à l'échange de questions si vous voulez en savoir plus, mais pour résumer la chose, on ne peut pas dans un appel d'offres dire je veux tel pourcentage de produits locaux ou je ne veux pour ces éléments-là que des produits locaux. C'est légalement pas possible à cause des règles du commerce international auxquelles nous sommes soumis.
Mais il y a aussi la question de la logistique, la livraison, mais aussi la question de tous les formats dont ont besoin ces services alimentaires-là, la question des livraisons, la question de la disponibilité des produits, la question de la variété des produits qu'ils recherchent aussi, et pour être capable d'arriver à avoir plus de souplesse, si on veut, ou trouver des nouveaux fournisseurs, bien, ça prend beaucoup de ressources humaines, et souvent, ils n'ont pas ces ressources humaines-là, et dans le cas de pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, c'est encore plus prononcé, cette difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour aller faire du travail de terrain pour essayer de trouver des nouveaux produits ou des nouveaux fournisseurs. Ce qui fait que dans un contexte comme celui-là, les distributeurs, la grande distribution, jouent un grand rôle d'accompagnateur et de partenaires d'affaires importants pour les services alimentaires, entre autres parce qu'ils font une bonne partie du travail de la planification pour ce qui est du stock, entre autres, et puis de la livraison, et qui assure toute cette question du just-in-time, bon, qui apporte évidemment beaucoup de compromis au niveau des fois de la qualité des aliments, mais qui fait qu'au moins on a ce qu'il faut pour nourrir les personnes qu'on a à nourrir au quotidien, et donc qui évite de faire du stockage. Donc, ils deviennent des joueurs incontournables pour les services alimentaires, mais ça veut dire qu'ils doivent être partie prenante des solutions pour trouver des solutions pour augmenter la part de l'achat local. Donc, élément de solution pour terminer, pour les services alimentaires, l'ITHQ a mis sur pied un système d'accompagnement par des conseillers des conseillers en achat local institutionnel auxquels on peut faire appel. Un projet qui est financé dans le cadre de la politique du MABAC. Il y a aussi des communautés de pratique qui se mettent en place, dont celle qui fonctionne bien maintenant puis qui est en place depuis plus d'1 an, qui s'appelle Commune Assiette et qui a été mis en place par Équiterre et qui permet à différents acteurs concernés par l'achat local institutionnel de pouvoir collaborer de manière institutionnelle, de pouvoir favoriser aussi de l'innovation à l'intérieur de nos réseaux pour trouver des nouvelles façons de travailler, des nouveaux fournisseurs, des façons de contourner ou d'amoindrir certaines règles, d'être imaginatif et surtout de pouvoir communiquer ensemble et de communiquer les bons coups. Alors ça c'est et on attend que ça se diffuse, ce type de projet-là, à la grandeur du Québec, mais c'est un élément de solution qui est intéressant, là, c'est de décloisonner, de faire circuler l'information, de discuter et de trouver des façons imaginatives de pouvoir solutionner des problèmes. Pour la restauration indépendante, les solutions numériques peuvent être intéressantes et je veux souligner la contribution de la solution Arrivage, de la plateforme Arrivage, qui permet de lier des acheteurs et des vendeurs, c'est-à-dire des restaurateurs et des producteurs, mais de pouvoir aussi à la fois régler un paquet de difficultés que les autres applications ou les autres modes de contact ne sont pas capables de régler. C'est toute la question de la logistique, de la livraison, mais aussi de la question de la facturation et du paiement. Donc, tout ça peut se faire dans une même application. Donc, c'est intéressant. C'est un modèle qui va de plus en plus, qui est appelé à se développer. Rémi vous en a parlé tout à l'heure de façon un peu plus macro pour les chaînes d'approvisionnement, mais ça vaut aussi pour des chaînes plus courtes, disons, très, très courtes. Créer des nouvelles chaînes de valeur territorialisées aussi est une voie qui sera intéressante, probablement pour des produits marins, par exemple, pour des espèces qui sont moins en demande, mais qui appelleraient à être travaillées en restauration pour être bonifiées, magnifiées, je dirais même, et développer à ce moment-là des chaînes de valeur en circuit moyen, disons, qui pourraient être intéressants. La question de la mutualisation de l'offre aussi, à mon avis, est extrêmement importante, c'est-à-dire de regrouper l'offre et de pouvoir aussi régler des problèmes de logistique et de facturation aussi en même temps. La place des producteurs là-dedans est intéressante, c'est-à-dire l'endroit s'appelle la place des producteurs, et ce qui était avant au marché central, là. Et voilà, alors il pourrait éventuellement prendre une place importante dans la question de l'accessibilité puis de la distribution
des produits locaux, puis ici, on parle de produits maraîchers surtout, là. Mais plus généralement, la constitution de hubs à différents endroits sur le territoire pourrait aussi aider les producteurs à venir porter leurs denrées, leurs produits, et pour les acheteurs de trouver un endroit où le trouver pour simplifier la question du transport et centraliser la question des paiements, de la facturation et tout ça. Et pour finir, et un peu pour prêcher pour ma paroisse, je dirais que la recherche va jouer un rôle aussi de plus en plus important pour pouvoir accompagner les différents acteurs pour voir quels sont leurs problèmes, puis essayer de voir à réfléchir avec eux des éléments de solution. Là-dessus, je vous remercie beaucoup. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Courtin. Alors, je suis chef exécutif pour la Société des casinos du Québec et on m'a invité à parler un petit peu des enjeux de l'achat local. Alors, la question, ce n'est pas de se poser est-ce que c'est bon l'achat local? Parce que l'achat local, il n'y a que des avantages. On a des avantages de qualité, de fraîcheur, de traçabilité, de sécurité alimentaire, d'empreinte carbone améliorée. On a aussi plein de produits distinctifs qui sont autant de couleurs qui viennent s'ajouter sur notre palette culinaire. C'est aussi un levier économique important, évidemment, notamment pour les régions. Et on sait que les gens qui sont les producteurs, ce sont souvent des gens qui sont très courageux et qui prennent des risques, alors il faut les encourager. Donc, alors, on peut être très, très fiers des producteurs. Je suis également très fier des chefs et de ma communauté professionnelle qui ont toujours historiquement été des acteurs de la valorisation des produits locaux. Parce qu'il faut se rappeler, ça n'a pas toujours été comme ça. Puis des fois, je raconte aux gens, quand j'ai commencé dans ma carrière, j'ai un exemple, les fromages, on avait le choix entre le Oka et le cheddar. Aujourd'hui, on parle de 600 fromages, dont 200 qui gagnent des prix. Si on voulait accompagner ça d'un porto, on allait à la SAQ, puis ça se vendait dans un gallon en vitre brune. Alors, puis je prenais au 19e siècle. Alors, vous pouvez voir à quel point l'évolution a été phénoménale. On parle d'une évolution peut-être de presque d'un siècle en 30 ans. Alors, ça, on peut être très fier de ça. On est très envié, puis on peut en profiter. Mais on ne se cachera pas que cette explosion-là, ça vient aussi avec un certain nombre d'obstacles, de préoccupations. Et puis, comme acteur de la restauration, il y a des défis là-dedans. Alors, le premier défi, je dirais, c'est le savoir. Dans cette explosion de produits, comment on fait pour savoir quels sont les nouveaux produits, qu'est-ce qui arrive, qui les fait, comment, à quel endroit, quelles sont les filières de distribution. Alors ça, c'est extrêmement demandant. Alors c'est sûr que comme chef, on va toujours continuer à chercher le local parce que c'est notre ADN, mais ça demande énormément de temps de recherche, puis il n'y a pas énormément d'outils pour nous aider à ce niveau-là, surtout dans le domaine du périssable. Ensuite de ça, il y a d'autres préoccupations. On sait, la gastronomie en ce moment vit des heures extrêmement difficiles, lutte un peu pour sa survie. La pandémie a laissé des séquelles extrêmement impactantes. Puis à ce moment-là, c'est un peu difficile de jouer son rôle de leader et de locomotive. Mais les enjeux aussi, il faut se dire que le local a un coût parce que la qualité a un coût. Alors, puis ce coût-là, il n'est pas épongé par les économies de frais de transport qu'on peut faire. Alors, puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement c'est une équation qui n'est pas si évidente pour les consommateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on paye l'agneau de Charlevoix 35 ou 40 % plus cher que son équivalent de Nouvelle-Zélande qui traverse toute la planète? Il y a une question de qualité à l'intérieur de ça. Puis, il y a une perception de valeur qui n'est pas toujours si évidente pour le client. Donc, il faut travailler beaucoup sur cette perception de valeur-là. Ce n'est pas juste cool ou le fun d'acheter local. Il y a une qualité de produit et cette qualité-là a un coût. Dans les enjeux aussi, comme restaurateur, on peut être un peu la victime de nos succès de valorisation des produits. Alors, quand je remonte un petit peu en arrière dans le temps, les produits locaux, on ne les retrouvait pas tant que ça dans les épiceries. Aujourd'hui, c'est le cas, on est content, mais ça a aussi des impacts. Quand une épicerie va mettre des produits locaux sur sa circulaire, ça a un impact sur tout le marché. C'est des produits qui deviennent moins facilement disponibles pour nous. Il y a d'autres filières qui sont impactées aussi. Je pense par exemple les poissons, les fruits de mer. Alors là, c'est notre concurrent, c'est l'exportation. Alors, c'est pas si évident que ça d'acheter du local dans les poissons et fruits de mer. Puis on comprend cette industrie-là, c'est probablement plus facile d'accueillir un avion qui vient de l'extérieur avec des devises fortes que de se lancer dans une distribution intérieure qui peut être un petit peu complexe. Il y a aussi la disponibilité des produits. Quand on est en restauration, c'est une chose. Quand on est en institution, c'est déjà autre chose. Avoir la quantité voulue au moment voulu, des fois, ça peut être un enjeu.
Le produit local est aussi en concurrence avec des produits extérieurs que j'appellerais un peu les produits carton. Donc, des produits d'une gamme inférieure, mais qui ont une durée de vie qui est prolongée et qui rendent la distribution plus facile. Alors, je pourrais continuer. Ce qu'on voit finalement, c'est que l'achat local, c'est quand même une dynamique qui est assez complexe, puis on a besoin d'outils. Puis on a besoin de savoir en temps réel, de bien connaître notre terroir. Alors, avoir un outil comme celui que Gastronomic Lab est en train de développer à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est essentiel. On a besoin de cet outil-là pour avoir la souplesse, l'agilité de répondre à cette dynamique-là complexe du milieu de la production alimentaire. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir aider nos producteurs locaux. Alors, à toutes les personnes du Gastronomic Lab qui travaillent sur ce projet-là, je leur dis bravo, bravo, bravo et merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, on va maintenant passer donc à la période de questions pour nos deux derniers conférenciers, mais je voulais vous dire, là, je l'ai écrit dans le chat si vous ne l'avez pas lu, que je ne voyais pas les questions. Vous avez posé plein de questions pour le segment où on parlait de la pêche. Je suis désolée, je ne les voyais pas. Et on va revenir à ces questions-là. Ne vous inquiétez pas, on va juste terminer avec ce premier segment, puis on reviendra aux questions de la pêche. Donc, restez pas loin, on pourra y répondre. Et j'espère que, encore une fois, vos questions seront nombreuses pour ce segment-ci qu'on vient de voir. Alors, peut-être dès le départ, on a reçu justement une question, simplement mentionner aussi que M. Curtin ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est Alain qui va pouvoir répondre là, à toutes les questions que vous pouvez lui poser, mais je pense qu'Alain est très en mesure de répondre aux questions qui seraient aussi adressées à M. Curtin. Alors, Alain, on a une question. Quels sont les efforts du gouvernement pour améliorer l'approvisionnement local dans le domaine de la restauration institutionnelle? Entre parenthèses, contexte politique, existe-t-il des KPI, donc Key Performance Indicators, pour mesurer l'impact sur la population? Et si oui, est-ce que ces données sont disponibles au public? C'est peut-être déjà poussé un petit peu plus loin les études d'impact. On est encore dans l'implantation ou la première étape du déploiement de la stratégie d'achat d'aliments québécois, la SNAC, qui est l'outil. Puis la SNAC vient avec du financement. Donc, il y a 12 projets qui sont financés au Québec comme ça, pour un peu comme des projets pilotes, si on veut, d'une certaine façon, pour aller voir comment on peut faire mieux en matière d'achat local, institutionnel, pour ensuite montrer aux autres institutions les bonnes pratiques ou ce qu'on peut faire. Donc, il est un petit peu tôt pour en mesurer les études d'impact, mais ce qui pourra être intéressant, puis Jean-Pierre en parlait, puis j'en ai peut-être pas parlé tout à fait assez, je vais juste le mentionner un petit peu, qu'on est en train de développer au Gastronomic Lab avec l'aide de Concordia et de l'Université Laval, un outil technologique qui va permettre aux restaurateurs institutionnels de pouvoir, en langage simple, scanner leurs factures puis avoir un rapport d'achat pour dire voici combien de produits du Québec tu as acheté, voici combien vient du reste. Et à ce moment-là, et puis de l'identifier précisément selon toutes les catégories d'aliments qui existent. Donc, on peut voir même dans quelle catégorie d'aliments on performe mieux ou moins bien. Donc, à partir de là, c'est là qu'on peut dire, bon, ben voilà, ma stratégie va être, par exemple, je sais pas moi, je vois que mes patates, ça score pas fort en achat du Québec. Donc, pendant les prochains mois, on va viser les patates ou les carottes ou des choses comme ça. Alors, voilà qui va aider à être capable d'articuler la stratégie sur vraiment des choses qui vont fonctionner. Puis, je vous dirais qu'au final, ben, notre outil va nous permettre de faire ce bilan-là parce qu'il va nous le dire. Je suis parti de, je sais pas, 45% d'achat local. Puis là, maintenant, je suis rendu à 56% un an et demi plus tard. Donc, on peut être capable, puis on peut voir exactement sur quel élément je performe bien. Alors, ce projet-là devrait voir le jour dans 1 an à peu près. Puis, tout à l'heure, Stéphanie Vizina va vous en parler un petit peu aussi. Alors, voilà comment je pourrais répondre à cette question-là. Parfait. Aussi, vous avez dit qu'on ne peut pas demander aux fournisseurs ou des produits locaux dans les appels d'offres, des services alimentaires institutionnels. Donc, ça ne peut pas être spécifiquement demandé dans l'appel d'offres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Puis c'est quoi les conséquences donc pour les services alimentaires? Bien sûr. Les produits alimentaires sont soumis aux mêmes règles de commerce international que n'importe quel autre bien ou service. Ça a des conséquences, on le voit, principalement environnementales, mais aussi au niveau des conditions de travail et tout ça dans les pays qui produisent à beaucoup. Mais les règles du commerce international, de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, obligent
tous les pays qui ont signé l'entente internationale à ne pas discriminer un produit ou une entreprise sur la base de sa localisation. Si on vient, donc, on n'a pas le droit de demander qu'un produit vienne de Saint-Hyacinthe ou de Victoriaville ou du Québec. Le produit québécois est dans la compétition comme n'importe quel autre produit à l'international. Et on sait bien qu'au prix que coûtent à produire les produits mexicains, par exemple, ou péruviens, Oui. ben, c'est assez difficile avec les salaires qu'on paye au Québec pour travailler dans les champs. De compétitionner déjà là, à ce moment-là. Et en plus, tout le système, évidemment, mondialisé en arrière pour amener ces produits-là chez nous qui sont extrêmement performants et qui, avec les volumes qu'ils ont, sont capables de compétitionner le camion qui arriverait de Victoriaville, par exemple. Alors, mais oui, sur le fond, c'est illégal. C'est aussi simple que ça. Mais une manière de contourner, puisqu'on est dans les solutions, en Oui. fait, et les solutions viennent à ce moment-là du Conseil du Trésor qui, lui, émet les règles des appels d'offres pour l'ensemble de la fonction publique ou des institutions de la fonction publique. C'est de travailler sur des éléments de développement durable qui peuvent être inclus dans les contrats et qui peuvent venir à ce moment-là moduler les choix qu'on peut faire. Donc, si on veut, par exemple, des produits, il faut montrer qu'ils sont moins polluants. Puis il faut en faire la démonstration. C'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'il faut en faire la démonstration dans l'appel d'offres, qu'on demande, disons, des assouplissements parce que pour nous, ce produit-là, il est plus durable, mais ça doit être tout documenté, bien entendu. Et ensuite, on est pris avec ça pour l'ensemble de ces appels d'offres à venir. Voilà un peu le portrait. Mais c'est toute cette information que vous donnez, merci beaucoup, c'est extrêmement précieux. Ça nous permet de vraiment avoir un meilleur portrait global, mais ça nous fait aussi rendre compte comment c'est paradoxal, parce qu'en même temps, depuis 2 ans, on parle énormément d'autonomie alimentaire. La MAPAC a mis ça vraiment de l'avant. Le ministre de la Montagne en parle beaucoup, mais on se rend compte qu'on a les mains liées par quelque chose de plus grand que nous, d'une certaine façon. Oui, ben pour les appels d'offres institutionnels, oui, effectivement, Oui. quand on parle des autres marchés, tout ce qui est le commerce au détail, évidemment, c'est une autre partie qui se joue. Bien sûr. Mais pour ce qui est de l'institutionnel, effectivement, on cherche notre marge de manœuvre énormément parce qu'effectivement, on a les mains attachées par ces contrats-là. Puis j'ajouterais aussi que ces contrats-là, l'adjudication se fait au plus bas coût. Ça aussi, ça a des impacts énormes sur la qualité des produits auxquels on peut avoir accès et ça ouvre la porte, évidemment, aux produits congelés polonais qui, Oui. jusqu'à maintenant, fournissaient les hôpitaux dans les dernières années, là. Oui, ou les tomates mexicaines, si on revient à ça. Alors, une dernière question pour vous. Celle-là vient de Robert Laporte. Comment concilier la capacité de production des petits producteurs et la numérisation de l'approvisionnement? Quelles sont les limites du modèle? Effectivement, bonne question. Ben encore une fois, je pense que la solution, puis Rémi en a parlé tout à l'heure, ça va être de fédérer l'offre. Parce que c'est sûr que les petits producteurs éparpillés un peu partout sur le territoire ont pas toujours de la diversité, c'est-à-dire ils se spécialisent dans certains types de production. Nous, on veut plus que ça. Alors, ça va être de créer probablement ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des entrepôts ou des endroits où les producteurs pourraient venir porter leur stock. Leur stock est numérisé, puis ensuite, il est tout de suite transféré sur une application qui nous donne les stocks qui sont là, puis qu'on peut même idéalement faire l'achat, puis le paiement du produit et il nous reste après ça à aller chercher le produit à destination dans un hub qui serait plus proche que d'aller d'un producteur à l'autre pour le chercher. Donc, c'est clair que si on veut faire vivre ce circuit court ou moyen-là, ça va être de cette façon-là. Donc, les agriculteurs ou les producteurs, les artisans aussi vont y trouver leur avantage à être capables de fédérer leur offre à des endroits particuliers, mais puis que la logistique soit prise en charge par des solutions numériques parce que c'est trop complexe à faire à la mitaine, disons. Alors, oui, alors à ce moment-là, oui, l'artisan, le producteur qui fait du miel ou qui fait des confitures pourrait aussi déposer ces choses-là puis de les voir accessibles pour la restauration. Et voilà. Et on peut imaginer qu'il y a un intermédiaire qui s'occupe des transports là-dedans aussi. Ça aussi, c'est un gros morceau difficile, la question des transports. C'est pour ça que
la grande distribution est tellement dominante dans le marché, c'est qu'elle domine la livraison. Elle a optimisé ses transports de façon extraordinaire avec la numérisation aussi. Alors là, je vois qu'au moment où je dis qu'on va arrêter de vous poser des questions, il y en a plein qui sont rentrés. Alors, on essaie d'aller vraiment rapidement. Là, je veux qu'on réponde le plus possible. Okay. Il y a JF Dubé qui dit « Est-ce possible de partager sur le site sur les achats locaux avec subvention? » Je n'ai pas compris le nom. Le site des achats locaux avec subvention. Rappelez-vous de ce que vous avez dit. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que je pense que j'ai parlé d'arrivage tout à l'heure, qui est Oui. effectivement une application qui permet de lier producteurs et acheteurs. Ça s'adresse aux restaurateurs Oui. et qui justement s'occupe aussi de la question de la logistique et de la livraison. C'est Arrivage. Arrivage, parfait. Arrivage. Une question de Benoît Lemieux. On voit en Europe une traçabilité précise sur certains achats, comme les produits carnés. On commence à avoir des outils similaires, sortir du Québec, mais est-ce qu'on envisage dans cette idée de traçabilité un indice de fraîcheur, date de récolte ou d'abattage? Car la qualité gustative d'un produit est principalement pour moi en fonction de la fraîcheur. Et là, il poursuit ensuite, il dit, venant d'un ancien chef étudiant en sciences alimentaires, plus dans l'idée des petites tables et du consommateur, moins justifié pour le marché institutionnel. Donc, effectivement, si on sait que certains produits coûtent plus cher, il faut l'expliquer au consommateur. Pourquoi est-ce que là, d'avoir donc cette traçabilité d'indice de fraîcheur ferait une différence? C'est sûr que pour être capable d'avoir cette précision-là, on n'a pas le choix d'être dans le circuit court, je crois. Pour le moment, là, c'est déjà difficile de savoir d'où il vient dans la grande distribution, donc de qui, de quand, c'est difficile. Mais dans la distribution, en face à face presque, quand on travaille directement avec des artisans ou avec des producteurs, je pense qu'il y a moyen de le savoir. Mais actuellement, il n'y a pas, à ma connaissance, là, d'exigence de traçabilité aussi précise que ça. Sauf dans l'industrie de la viande, bien entendu, mais après, elle est redécoupée en morceaux puis elle se retrouve, on n'a plus cette indication-là, on a juste meilleur avant. Alors, en terminant avec vous, avant qu'on aille reposer les questions pour la pêche, donc Rémi et Ruby, tenez-vous prêts, on s'en vient vers vous aussi. Juste pour terminer avec vous, Alain, vous avez parlé d'un service d'accompagnement pour les services alimentaires institutionnels par des conseillers de l'IDHQ pour les aider dans leur stratégie d'achat local. Quels sont les types d'institutions visées par ce service et comment on peut les contacter? Là, je vois que Brigitte Marcotte a écrit de l'information donc, dans la section questions et réponses, mais peut-être que vous voulez nous donner l'information. Puis je pense qu'elle a mis le lien, j'avoue que je ne vois pas ça, mais je suis sûr qu'elle a mis le lien vers le site Internet. Donc, les institutions visées sont les secteurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux et de l'enseignement supérieur. Il peut s'agir de services alimentaires en autogestion ou par un concessionnaire. Et ensuite, pour pouvoir avoir le service, il faut une première rencontre pour voir si on est éligible. Et on remplit un petit formulaire sur le site de l'ITHQ dans la section expertise et recherche. Ensuite, vous allez sur service conseil, le petit onglet, puis là, vous verrez service d'accompagnement pour une alimentation locale dans les institutions publiques. Et Brigitte a mis le lien dans le chat. Parfait. Puis d'ailleurs, il y a Arrivage qui a aussi mis le lien donc, de son site web dans la section QR. Donc, vous pouvez aller cliquer directement dessus. Merci beaucoup, Alain. Alors là, je vais inviter maintenant Rémi et Ruby à réouvrir vos caméras. Merci à vous deux de revenir avec nous. Alors, allons-y. Donc, pour ces questions de la pêche, on n'aura pas le temps de passer à travers toutes les questions, mais quand même, je vais prendre le temps d'en poser quelques-unes. Il y a le CIBIM Marché HRI qui dit « Est-ce que les systèmes de restauration, je ne parle pas des chaînes de restaurants, avec la livraison à domicile, n'est pas voué à disparaître avec l'augmentation des coûts et la baisse du pouvoir d'achat, sans compter sur l'emballage et l'empreinte carbone? » Un de vous deux veut répondre? Je vais y aller si Ruby veut rajouter, mais en fait, j'ai vu la question, puis c'est une très bonne question, en fait. Et c'est une question que moi-même, je me suis posée. Je vous parlais tout à l'heure que j'étais un adepte pendant la pandémie, plus fréquemment qu'avant de repas à domicile. Et c'est certain que c'est une question que j'ai posée. Je vais aussi mentionner dans la conférence que j'aime bien travailler au niveau multidisciplinaire parce que pour moi, cette question-là, elle fait intervenir une multitude, en fin de compte, d'expertise parce qu'on parle finalement d'empreinte environnementale. Et ça, c'est certain qu'il va y avoir une pression importante là-dessus et c'est quelque chose qu'il
faut qu'il soit résolu. Comment? Je serais un peu embêté aujourd'hui de dire voilà comment on peut y répondre. La tendance de la demande, elle est de plus en plus sur des créneaux. Donc, c'est certain qu'on parle beaucoup de nos jours du consommateur caméléon. Durant la semaine, on consomme finalement des produits souvent importés, on magasine dans les grandes surfaces, etc., etc. Mais souvent, la fin de semaine ou dans des occasions spéciales, on va s'approvisionner dans des marchés bien de spécialité, etc., etc. Et donc, on a de plus en plus finalement de consommateurs qui font partie d'une multitude de créneaux. Et il y a plusieurs créneaux où la demande, par exemple, pour ce type de produit-là est en croissance. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de… En fait, oui, c'est une question de pouvoir d'achat parce que ce créneau-là, le pouvoir d'achat, ils les ont. C'est sûr que si on parle de façon générale, non, en moyenne, possiblement, vous avez possiblement raison que le pouvoir d'achat, il peut être un peu diminué, surtout présentement. On s'entend avec l'évolution des prix des aliments et tout, mais il y a certains créneaux que finalement, le pouvoir d'achat n'est pas problématique. La grande question, c'est du côté environnemental. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique-là? Et je pense que dans cette réponse-là, il y a besoin de faire intervenir différents spécialistes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Il y a une question de changement d'habitude aussi. Lorsqu'on fait venir un 10 service à la maison, c'est assez étonnant de voir la quantité de contenants que ça peut comprendre. Donc, une sensibilisation du consommateur, etc. Donc, il y a une multitude de dimensions en fait, dans cette question-là, mais c'est une excellente question. Ruby, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, ça va? Parfait. Alors, je vais aller avec la prochaine question de Lucie Boileau qui dit « Est-ce que vous trouvez que le premier salon commercial du Québec consacré aux poissons et aux fruits de mer du Saint-Laurent, le salon Fourchette Bleue dont je mentionnais qu'il va se dérouler à Rivière-du-Loup du 22 au 23 février, est-ce que c'est une initiative qui peut aider à long terme l'approvisionnement local? » Ruby, est-ce que tu veux répondre? Moi, je suis moins au courant de ce salon-là actuellement, mais c'est sûr que si ça donne une vitrine aux producteurs puis une place d'échange, ça peut être très utile. Excellent. En fait, ouais, si tu permets, pour enchérir, je parlais de coordination parce que c'est une question de coordination, hein, de bien comprendre la demande et l'offre, en fin de compte. Donc, il y a un lien. Tout à l'heure, on a parlé justement de la numérisation et le fait que finalement, ça permet d'une meilleure communication, d'un rapprochement. Ce type de salon-là aussi permet justement de mieux se connaître, d'échanger et possiblement de mettre une graine pour dire, bon voilà, on vient de semer certaines idées pour se rapprocher, pour permettre finalement une meilleure fluidité entre les offreurs et les acheteurs. Donc, c'est certain que c'est des très bonnes initiatives et ça devrait se répéter, là, pas seulement à Rimouski, un peu partout. Oui, c'est bien ça. Oui, à Rivière-du-Loup, si je me trompe. Rivière-du-Loup, pardon. Oui. C'est ça, exactement. Mais même pour le consommateur, hein, qu'on connaisse ces produits-là, qu'on sache comment aussi les apprêter, les cuisiner. OK, on a ensuite une question de Mathilde Demers. Quels moyens pourraient être mis en place pour aider les pêcheurs à accéder à des circuits courts et ainsi éviter que les produits passent par les États-Unis pour revenir au Québec comme c'est le cas aujourd'hui? Ruby, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, là, et des pêcheurs qui vous ont parlé dans votre étude? Mais c'est sûr qu'il y a un constat qui apparaît d'abord, c'est le fait qu'il y a quand même une certaine interconnexion entre la chaîne alimentaire des États-Unis et du Canada aussi. Donc, moi, en discutant avec certains producteurs, surtout certains transformateurs, des fois, il y en a qui vont… Je ne sais pas si vous m'entendez, en tout cas. Oui, absolument. Il y en a qui vont vendre aux États-Unis parce qu'il y a une certaine proximité, mais il y en a aussi qui en achètent. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, absolument. Oui, c'est juste que je pense que votre image a gelé, mais on continue à entendre le son. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, je disais en fait qu'il y en a, par exemple, des transformateurs qui vont aller vendre aux États-Unis parce qu'il y a une certaine proximité géographique ou c'est juste plus facile. J'ai eu beaucoup l'exemple avec, par exemple, les îles qui ont une plus grande facilité d'aller vendre à l'extérieur du Québec que de vendre à l'intérieur que de vendre au Québec. Mais on se retrouve aussi avec des transformateurs qui vont acheter aux États-Unis pour augmenter leur transformation ou pour étendre leur saison de transformation pour entrer dans leurs investissements, en fait, faire rouler leur usine de transformation plus longtemps. Donc, à quelque part, ça peut expliquer une partie du chiffre qui fait que les produits vont et viennent de part et d'autre de la frontière. C'est sûr qu'au niveau d'initiative, il apparaît que c'est peut-être plus intéressant de cibler des fois des transformateurs au-delà des pêcheurs, en fait, parce que les pêcheurs vendent aux transformateurs.
Donc, il y a un travail à faire au niveau de la transformation pour avoir des initiatives qui vont rapprocher des restaurateurs, en fait. Par la suite. Parfait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Rémi, ou je continue avec une dernière question? Oui, en fait, simplement, c'est certain que les grands réseaux, les marchés de gros et tout, c'est certain que je pense qu'ils sont là pour rester. Hein, on n'a pas le choix. Ce qu'il faut bien aussi regarder, c'est si on essaie de dynamiser, si je peux dire, le circuit court dans les produits marins, c'est vraiment d'analyser en fonction des connaissances, des technologies qu'on a à l'heure actuelle. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement qu'on n'est pas nécessairement au courant, que ce soit sur la façon de conserver finalement un aliment sans nécessairement le congeler, etc., etc. De ramasser toute cette expertise-là, en fait, et de voir comment, dans l'optique de développement d'un circuit court de nouvelle génération, comment on pourrait faire profiter aux acteurs du milieu, donc restaurateurs, clients, des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'échanger l'information, etc., etc. Et non pas de dire, bon, ben voilà, il y a de voir ça comme étant une concurrence aux grands réseaux. Ces réseaux-là, ils ont leur utilité, ils vont demeurer, bien sûr. On ne pourra pas les changer, c'est certain. Oui, puis le Saint-Laurent déborde. Je pense que c'est 70 espèces qu'on pourrait manger. Donc, tu sais, si notre crabe des neiges est vendue au Japon, c'est dommage pour nous, mais il y a peut-être plein d'autres choses aussi qu'on pourrait manger si les Japonais sont prêts à payer davantage pour certains de nos produits. D'ailleurs, vous avez mis un peu la table pour la dernière question qui est de Robert Laporte qui dit « Reconnaissant la complexité de la saison de la pêche au pays, comment le restaurateur peut-il obtenir des produits de la mer frais et non congelés? » Donc là, on parlait de nouvelles technologies. Est-ce que ça va dans ce sens-là, Ruby? Aussi, peut-être que c'est dans vos études, là, des restaurateurs, des pêcheurs qui vous en ont parlé de ça. C'est sûr qu'il y a la question de... Moi, je comprends la question un peu en deux volets, ce qui se fait actuellement et ce qui pourrait se faire. Donc, actuellement, il y a des produits qui arrivent frais aux restaurateurs quand même parce qu'il y a un grand volume, c'est des produits un peu plus connus. Puis, il y a des produits qui ont un peu plus de complexité à arriver frais auprès des restaurateurs. Certains restaurateurs pallient un peu au manque en créant des liens directement avec les pêcheurs. C'est sûr que ça demande de l'effort un peu comme ça a été mentionné précédemment, je pense par le chef. Ça demande plus d'efforts en fait de créer ces liens-là, de les entretenir, de trouver d'ailleurs les pêcheurs qui sont prêts à faire cette démarche-là. Donc, c'est sûr que maintenant qu'on parle de technologie, il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là pour mutualiser, par exemple, les demandes des restaurateurs pour avoir de plus grands volumes, en fait, s'assurer que ça vienne. Mais après, c'est sûr que Rémi l'a mentionné, il y a une question de quelles sont les technologies qu'on utilise au niveau de la transformation, comment est-ce qu'on peut mieux conserver les aliments pour s'y rendre, parce que la saison, c'est quand même c'est quelque chose avec lequel on doit travailler avec, en fait. On a une saison de production qui n'est pas extrêmement longue. Peut-être que comme pour nos fraises du Québec, où avant, on les mangeait pendant 3 semaines, maintenant, on peut les manger pendant 5 mois. On trouvera un jour une façon de pouvoir garder nos produits comme ça. Alors, écoutez, on va s'arrêter là-dessus avec vous deux. Il reste quelques questions qui n'ont pas été répondues. Si vous avez envie d'aller y répondre directement, donc dans Q&A, ou sinon, on répondra directement aux gens qui nous ont posé ces questions. En tout cas, vous en aviez beaucoup et c'est un sujet assurément passionnant. Peut-être que si on refait des rendez-vous virtuels, on pourra vraiment dédier un rendez-vous complet là-dessus. Vous l'avez dit, hein, pour les chefs, c'est souvent le secteur qui est le plus difficile pour eux en approvisionnement et savoir comment l'acheter. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse aller et je vais maintenant présenter nos 3 derniers intervenants de la matinée. Il y a d'abord Alexandra Romero qui a fait ses études de cuisine au Mexique au Centre de formation gastronomique de Jalisco avant d'y enseigner. En 2017, l'appel du large l'amène au Québec où elle travaille pour les restaurants Quartier Maître, Pot de Vin, Bistango ainsi que Tapas et Liège. En 2019, avec des associés, elle devient chef propriétaire en lançant le Chaz et le Vert Pickle, où elle propose une cuisine du marché qui met en valeur sa large palette culinaire et surtout qui utilise presque exclusivement les produits des artisans et les producteurs de la région. Son témoignage, donc Alexandra, sera suivi de celui de Carl Dumas. Donc, Carl Dumas, après avoir fait le cours de cuisine de l'école hôtelière de la capitale, est appelé par son patron d'alors, le propriétaire du restaurant La Planque, à se lancer dans un nouveau projet à titre d'associé. C'est ainsi que le restaurant Le Cendrillon à Limoilou voit le jour. Avec une 50aine de places, le restaurant mise sur un menu changeant qui fait appel à la qualité des ingrédients et à la capacité de l'équipe en cuisine de leur faire honneur. Carl y agit maintenant à titre de
Carl y agit maintenant à titre d'opérateur. Voilà. Finalement, Stéphanie Vézina, que vous avez vu au dernier rendez-vous, si vous étiez présent, témoigna cette fois à titre de coordonnatrice des espaces locatifs et de l'alimentation responsable pour l'Université Laval, où elle accompagne les services alimentaires dans l'adoption des pratiques durables dans leurs opérations. Donc, on regarde tout de suite leur vidéo. On revient avec vos questions. Oui, bonjour, mon nom est Alexandra Romero. J'ai un petit restaurant sur l'avenue Maguire. C'est un tout petit resto de 12 places. Il s'appelle Verpickle. Puis, pourquoi on a parti ce restaurant-là? C'est pour avoir le contact direct avec les clients. C'est-à-dire, je suis chef propriétaire et je fais tout ce qui est la cuisine, les achats, le service, tout de A à Z. Donc, ce que ça me permet, c'est de vraiment faire connaître aux gens le terroir québécois à travers de ma cuisine d'inspiration mexicaine. À chaque menu qui change à tous les mois selon les saisons, ce qu'on fait, c'est on choisit certains producteurs ou artisans des régions vraiment proches, le plus local possible. C'est tout le temps ça, notre mission, c'est d'aller chercher directement avec le maraîcher, avec le producteur, avec l'artisan, aller chercher des produits d'exception qui reflètent énormément le terroir du Québec. Donc, moi, en tant qu'immigrante, j'ai encore plus de responsabilités d'être cette porte-parole-là. Pour moi, c'est tellement important comme job de garder cette proximité-là et de rejoindre peut-être le côté de où on achète, c'est-à-dire le producteur, l'artisan, le maraîcher, avec le client. Donc, nous, on est vraiment le lien entre ça. Puis, notre façon de le faire, c'est de faire des plats qui se démarquent, des plats qui goûtent le Québec. Même avec une inspiration d'un autre pays. C'est incroyable la richesse que le Québec a. Et c'est très important de faire découvrir ces gens-là, puis essayer de couper les ponts entre les gros fournisseurs ou les gros acheteurs et aller directement à la source. Si possible, visiter les fermes, apprendre le nom des gens et comme ça, à table, ben nous, on est capable de vous expliquer tout ça. De vous expliquer qui a fait pousser ce légume-là ou qui a pêché tel poisson, tel fruit de mer, de où ça vient exactement, même savoir le nom de la personne qui l'a fait et des fois même le jour que ça a été fait. Je trouve que c'est très important, c'est une plus-value incroyable par rapport au repas payé à mes clients ici. C'est un cycle qui se complète. C'est vraiment important d'encourager local. Et même s'il y a des difficultés ou c'est plus de travail, plus de recherche, ben il faut le faire. Il faut le faire pour tout le monde, pour le client, pour l'artisan. Et ben nous, on a du plaisir à essayer de mettre en valeur le terroir québécois. Merci. Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais aujourd'hui vous parler en fait des problématiques dans mon milieu en approvisionnement local. Donc, en fait, pour mettre en situation un petit peu, au niveau de mon établissement, on va avoir un volume d'achat d'environ 60% de producteurs, pas de producteurs, mais de distributeurs majeurs tels FLB, Collabor, Nord-F, Viandex, etc., pour environ 40% maintenant qui vient de produits d'ici, directement de producteurs d'ici. La raison pour laquelle je dis qu'on est rendu à ce niveau-là, en fait, en termes d'achat, ça a été un travail de longue haleine, puis ça peut paraître petit, mais pour nous autres, c'est une belle victoire, en fait, un 40%. Ça implique qu'on a réussi à créer des liens d'affaires qui sont durables avec des producteurs d'ici et de confiance, bien entendu. Je le dis ainsi parce qu'on a toujours pu commander des produits locaux avec des maraîchers, des producteurs de champignons, des cueilleurs, toutes sortes de différents groupes en fait de vente de produits du Québec. Mais ça n'a pas toujours été nécessairement facile. Dans l'optique où on peut prévoir des commandes de sirop d'érable, par exemple, parce qu'il y a une production qui est faite de façon annuelle, puis à la limite, on va juste choisir un autre producteur du Québec. Ce n'est pas nécessairement si compliqué que ça. Mais des produits qu'on veut mettre de façon plus spécifique de l'avant, comme par exemple les produits de chez les gens de chez Coupe Champignons, une compagnie de Bellechasse, en fait, qui produit par inoculation du champignon à l'intérieur à l'année. Par exemple, ça a été de bâtir une relation d'affaires avec des gens comme ça,
pour contourner les problèmes d'approvisionnement qu'on pourrait avoir ailleurs. Parce qu'on s'entend que les problématiques qu'on va avoir au Québec viennent avec le climat, c'est-à-dire il y a une partie de l'année qu'on peut avoir des produits des maraîchers qui sont cultivés à l'extérieur, mais une partie qu'on n'en a pas. Et donc là, on doit automatiquement se rabattre sur des produits vendus par des distributeurs majeurs comme FLB, dont la traçabilité du produit est pratiquement impossible à avoir. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idéal pour nous autres qui essayons d'être ambassadeurs de produits du Québec. Donc, si je parlais des gens de chez Coupe Champignon à Bellechasse, mais par exemple, quand je parlais de relations d'affaires, de confiance, ben, nous autres, ça a été de travailler avec eux autres. On va avoir un produit qui est vraiment spécifique, qui est de niche, comme par exemple le champignon et le nérisson, qu'on veut avoir sur notre menu pour le mettre de l'avant, en fait, sur une assiette. C'est donc le produit vedette d'un de nos plats. On peut donc prévoir avec ces gens-là, leur dire, question que tout le monde soit en confiance et que tout le monde travaille bien ensemble, qu'on peut s'assurer d'avoir ce qu'on a besoin et eux de faire des ventes, en fait, de dire, par exemple, j'ai besoin de 5 kilos de ce champignon-là par semaine parce que c'est sûr et certain que je vais t'en acheter cette quantité-là, j'en vends telle quantité. Donc, nous, on s'assure d'avoir le produit en quantité demandée. Le producteur s'assure de ne pas produire pour rien un produit qui est un peu de niche, comme celui qu'on recherche. Et à la fin, par exemple, de nous, quand on va être tanné de produire cette assiette-là, ou on va sentir qu'on va être rendu ailleurs, on peut avertir le producteur quelques semaines d'avance. Écoute, à partir de telle date, le produit ne sera plus mis de l'avant sur le menu, donc je suggère fortement de diminuer votre production si vous ne pensez pas réussir à le vendre ailleurs, parce que nous autres, on n'en commandera plus. On va choisir un autre de vos produits, par exemple, qu'on va essayer de développer ensemble pour pouvoir, encore une fois, le mettre de l'avant pour nos clients. Donc ça va établir des liens de confiance qui nous permettent d'avoir des commandes qui sont faites à l'année, ce producteur-là. Ça nous permet aussi de travailler de proche avec ces gens-là pour pouvoir développer des nouveaux produits, par exemple, puis s'assurer encore une fois d'en avoir une production qui est intéressante, comme on travaille présentement avec eux autres pour la production de ce qu'on appelle du chicken of the wood, qui est un champignon qui rappelle un peu la texture du poulet, en fait, qui permettrait d'avoir un plat vegan à l'année, en fait, avec ce poulet-là. Donc, on est très choyé de faire affaire avec ces gens-là, mais c'est aussi une question de donner et de recevoir si on veut s'assurer que ça soit disponible pour nous. Parce que les maraîchers, comme par exemple les jardins de la Mescla avec qui on faisait affaire au niveau des pousses, légumes, verdure, etc., au courant de l'été, ben, malheureusement, ils ont une date limite au niveau de la production, ce qui ne permet pas d'en avoir, par exemple, en janvier, comme le temps qu'on est présentement dans l'année. Donc, voilà pour moi. Sur la thématique de l'approvisionnement local dans les institutions publiques, il me fait plaisir de vous présenter le projet d'approvisionnement local à l'Université Laval. Alors, mon nom est Stéphanie Vizina, je suis coordonnatrice des espaces locatifs et de l'alimentation responsable. Donc, en débutant, je voulais vous présenter la définition d'un aliment local à l'Université Laval. Donc, on se colle vraiment aux définitions d'aliments du Québec et aliments préparés au Québec. Et on va également là, reconnaître un produit local qui rencontre l'une ou deux des définitions sans se limiter là, à l'adhésion à la reconnaissance Aliments du Québec. Je vous présente également un bref contexte des parcs alimentaires à l'Université Laval. Donc, il est important de souligner que nous n'opérons aucun point de service de vente alimentaire sur le campus. Donc, ce sont sur 24 points de vente alimentaire, 19 sont gérés et opérés par des associations étudiantes. Et les autres points de vente sont gérés et opérés par Sodexo. Donc, il y a certains défis à s'approvisionner en produits locaux dans les services alimentaires d'une institution et je voulais vous présenter là, quelques de ces défis et enjeux-là. Donc, dans un premier temps, il y a un certain enjeu, défi, si on peut dire, au niveau de la traçabilité des produits alimentaires via les grandes chaînes de distribution. Donc, il y a certains services alimentaires du campus qui achètent directement des producteurs locaux. Parfois, ils n'ont pas la capacité d'exclusivement s'approvisionner au niveau des producteurs locaux. Donc, c'est pourquoi ils font affaire avec des grandes chaînes de distribution. Bien qu'il y a des énormes efforts qui ont été réalisés dans les dernières années pour augmenter l'information disponible lors d'achat via ces grandes chaînes de distribution-là, il est parfois difficile de savoir à quel endroit le produit, l'aliment a été produit ou transformé au Québec. Ce qui rend l'exercice de quantification parfois assez complexe, à savoir qu'est-ce qu'un aliment local versus non local. Puis je vous parlerai plus tard d'un outil, en fait, qu'on est en train de développer qui vous permettra dans le futur de vous aider à réaliser cet exercice-là. Et parfois, au niveau des membres du personnel et du temps qui est limité dans les services alimentaires pour se pencher sur cet exercice de quantification-là. C'est pourquoi, à l'Université Laval, on a opté là, sur un service d'accompagnement de nos points de vente alimentaire sur le campus
pour réaliser cette quantification-là et ensuite les aider là, à s'approvisionner davantage en produits alimentaires locaux. Au niveau des recommandations, la première, c'est de vraiment choisir des exploitants alimentaires qui partagent les mêmes valeurs que vous, notamment en matière de durabilité. À l'Université Laval, ça passe par des processus d'appel d'offres, mais également par l'inclusion de clauses contractuelles en développement durable dans les devis d'exploitation de l'ensemble des exploitants alimentaires sur le campus. Je vous invite aussi à échanger avec vos homologues dans les autres universités ou dans les autres restaurants. Donc, entourez-vous des gens, des acteurs du milieu. Parfois, en discutant, on est capable de dénouer un nœud là, beaucoup plus rapidement que si on essaie d'attaquer la problématique de façon individuelle. Je vous invite aussi à consulter des acteurs clés en approvisionnement locaux, là, donc Aliments du Québec, Étiquetaire ou encore les conseillers là, de l'ITHQ qui, tout dépendant de l'étape de réalisation dans laquelle vous êtes, peuvent vous accompagner et vous conseiller. Et finalement, je vous invite à rester attentif au développement d'une nouvelle application web qui va vous permettre de réaliser une quantification là, de ces rapports d'achat, de générer des rapports d'achat, certains critères de durabilité incluant la provenance, et également de rechercher des nouveaux fournisseurs et producteurs selon certains critères souhaités. Donc, c'est un projet-là en collaboration avec l'Université Concordia et l'ITHQ. Et en terminant, j'aimerais vous remercier pour votre attention, également le MAPAC et Aliments du Québec au menu de soutenir ces beaux projets en approvisionnement local. Merci, je serai disponible là, pour la période de questions. Bien, merci à vous, Stéphanie. Alors, effectivement, nous sommes rendus à la période de questions. Alors, je vous laisse, cher public, nous poser vos questions à la fois pour Alexandra, Carl ou Stéphanie. Il faut savoir qu'Alexandra, évidemment, comme les restaurants ouvrent cette semaine, elle est extrêmement débordée, donc elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et c'est Alain Girard qui va peut-être venir répondre si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à la restauration ou à la vidéo d'Alexandra. Peut-être, bonjour à vous deux. Peut-être commencer d'abord pour Stéphanie, là, par quels moyens concrets un service alimentaire institutionnel peut-il augmenter sa part d'achat de produits québécois? On en parlait plus tôt. Des fois, c'était compliqué au niveau des appels d'offres, etc. Là, comment on peut le faire? Là? Des trucs à nous donner. Oui, merci. Au niveau des appels d'offres, étant donné qu'à l'Université Laval, on n'opère pas nos propres services alimentaires, donc on n'est pas contraint là, à faire des appels d'offres au niveau de la... On va aller les rebrancher avec nous. Restez là. Pendant ce temps-là, je vous invite encore une fois, si vous nous entendez, à poser vos questions. Il nous reste un peu de temps d'ici la fin donc, de ce rendez-vous virtuel. Si vous avez des questions à poser à nos restaurateurs ou à Stéphanie, à notre restaurateur, je devrais dire, ainsi qu'à Alain et à Stéphanie. Alors, Alain, vous êtes fidèle au poste. Là, on est avec vous. Ça, on vous voit. Vous êtes là. On attend les questions, mais disons que on peut dire que dans le cas d'Alexandra, oui. la grandeur ou l'ampleur de ses opérations facilite son travail. Comme ces opérations sont plus limitées, production pour des tables de 12 personnes, bon, il peut y avoir plusieurs services, mais c'est plus facile dans ce modèle-là, bien qu'on sent que chez elle, c'est une valeur puis c'est beaucoup de travail parce que on se doute que quand elle n'est pas au fourneau puis aux factures, elle est sur le terrain pour aller rencontrer les producteurs. Et elle me disait qu'elle avait à peu près quelque chose pour les poissons. Elle n'en a pas parlé. Enfin, oui. Elle en a dit un petit mot. On pensait qu'elle achetait des poissons du Québec. Mais non, pardon, je ne voyais pas que mon image était aussi haute. Je n'avais pas mon moniteur. Donc oui, elle doit faire affaire avec son poissonnier du coin qui lui fait affaire avec le distributeur. Mais pour le reste de ce qu'elle achète, effectivement, elle arrive à 80% à peu près de producteurs locaux. Il y a juste les produits laitiers qu'elle me disait qu'elle allait aller travailler. Mais voilà, mais c'est un modèle particulier. On voit déjà quand on arrive avec des tables un peu plus grosses comme celle de Carl, qui doit être à la veille de nous revenir, oui. Là, on patine un petit peu plus parce que on a affiché un menu et il faut livrer.
Donc, c'est ça, là, on le voit revenir beaucoup, cette problématique-là. C'est la question de la logistique est extrêmement importante dans l'industrie de l'alimentation. Et c'est des produits périssables en plus, donc il y a la dimension du temps qui est importante aussi. Mais je vois qu'ils reviennent, alors je vais les Oui, laisser. alors oui, Stéphanie, désolée, ça a coupé. Maintenant que vous êtes là, je sais que vous étiez dans votre élan, mais si vous voulez revenir nous répondre donc à cette question, poursuivez votre réponse. Oui, je m'excuse, les joies du télétravail, mais je pense que l'Internet n'a pas supporté, je m'excuse encore. Donc, c'est ça, je disais que dans la première étape, là, de faire le diagnostic pour mettre en évidence là, soit les catégories d'aliments ou qui sont améliorées, puis à ce moment-là, on peut se concentrer sur ces groupes d'aliments-là, puis également de mettre l'emphase sur là où il y a le plus grand potentiel d'amélioration. Donc, ça peut passer par vraiment la proportion d'achat. Comme par exemple, à l'université, tout récemment, on a un de nos services alimentaires qui a changé de fournisseur là, de pâtes à muffins. Ça lui a permis d'augmenter de 5 sa proportion d'achat local. Donc, c'est vraiment juste un produit qu'on a changé, mais globalement, ça l'a amélioré de 5 Ça peut faire une différence. Carl, je suis contente, vous êtes là. Restez pas loin, ne touchez rien. J'arrive avec mes questions. Je veux juste terminer avec Stéphanie. Vous nous avez parlé d'un outil de type application web en développement là, pour aider les gestionnaires de cafétéria à suivre leurs achats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur comment ça va fonctionner, quand ça va être disponible? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, c'est un projet là, en collaboration avec l'ITHQ et l'Université de Concordia. Donc, c'est un projet qui vise la création d'une base de données qui va offrir l'information sur la provenance de l'aliment, mais également selon certains critères de durabilité. Donc, ces critères-là, on les a déterminés auprès là, d'un groupe de super utilisateurs qui représentent là, plusieurs institutions au Québec. Donc, on voulait vraiment répondre aux besoins là, de ces utilisateurs-là. L'application donc va permettre de mettre en évidence là, la proportion des achats locaux versus non locaux. Puis cette base de données-là on pourra également l'interroger pour déterminer quel genre de produits on pourrait, qui sont québécois ou selon les critères qu'on recherche, qu'il soit, par exemple, une institution pourrait vouloir augmenter sa proportion là, de protéines végétales. Donc, cet outil-là va mettre en évidence là, certaines proportions. Donc, ça fait environ 1 an qu'on a débuté le projet. Il reste encore environ 1 an. Donc, on commence là, la création de cette base de données-là. L'application viendra là, d'ici quelques mois, d'ici peut-être l'année prochaine, là, en septembre, quelque part à l'automne, peut-être une première version pourra être mise en ligne. Là. Donc, voilà. Ça sera assurément utile. Merci beaucoup. Alors, je passe maintenant à Carl. Évidemment, vous avez dans votre présentation que c'est beaucoup de travail d'essayer de servir des produits locaux dans votre restaurant. Vous faites énormément d'efforts. Entre autres, sur votre menu, vous avez, dans votre cas, beaucoup de poissons, des produits de la mer également. Mais peut-être nous dire, c'est quoi les types de défis que ça pose là, pour un restaurateur comme vous? C'est certain que, comme Alain l'a mentionné plus tôt, on parle de saisonnalité, en fait. Donc, une partie de notre année, en fait, qu'on va avoir des produits d'ici, donc plus en fait de variété, en fait, puis de disponibilité de produits locaux. Donc, on a comme un rush dans cette période-là pour s'assurer de maximiser l'utilisation de ces produits-là. Mais les vrais défis viennent au courant de l'année, en fait, parce que, comme j'ai eu la chance d'en parler avec Alain, on a le plaisir, le privilège de travailler avec des cuisiniers d'expérience, des gens très débrouillards, des gens qui sont très travaillants, en fait, qui ont de l'expérience puis des compétences qui sont au-delà de la moyenne et de loin. Donc, on a le plaisir d'avoir que ces gens-là puissent transformer les produits dans les saisons, en fait, pour qu'on puisse continuer d'utiliser au courant de l'année. Comme par exemple, récemment, j'ai redécouvert, en fait, une dizaine de pots de têtes de violon marinées, en fait, qu'on avait au courant de l'été. C'est comme un petit trésor qu'on découvre. Ben oui, c'est comme si le printemps revient soudainement. Exactement, le retour de ces beaux produits-là. On est super content de les avoir, mais ça reste qu'il faut quand même courant de l'été, qui est la saison la plus achalandée pour nous, dans laquelle on a le plus de produits d'ici à travailler, à faire honneur, à s'assurer de ne pas perdre. Il
faut quand même prévoir de commander ou d'aller chercher les produits. Par exemple, les têtes de violon, c'est Mademoiselle Vézina elle-même qui les a cueillis, en fait. Donc, il faut aller chercher ces produits-là, les travailler, les encanner, par exemple, pour pouvoir les utiliser plus tard dans une période qui est déjà très achalandée, très exigeante physiquement et mentalement pour notre équipe de cuisine et nous-mêmes. Donc, on se ramasse avec ce genre de petits défis-là pour pouvoir en profiter au courant de l'année. Si on va plus loin dans l'année, alors que, par exemple, si j'avais déjà écoulé mes 10 pots de tête de violon que j'ai retrouvés au courant de la semaine, bien là, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des produits d'ici avec qui on peut faire affaire. Donc, c'est toujours des essais et erreurs. Donc, parfait, il y a un nouveau producteur de tel produit qu'on voudrait essayer, par exemple. Mais est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il va pouvoir m'avoir les produits? Est-ce que les produits vont être de qualité? Est-ce que la qualité va être constante ou est-ce qu'on va avoir des hauts et des bas? Donc, c'est toujours de s'adapter. Donc, finir par choisir avec qui on travaille puis essayer de faire durer ces liens de travail-là parce que sinon, il faut recommencer le processus puis là, ça crée plus de charge de travail pour nous. On a d'ailleurs une question pour vous, Dandy Guffroy, qui dit, question pour Carl Dumas, dans le contexte gastronomique et local dans lequel le restaurant Le Cendrillon œuvre avec brio, quelle est la limite de prix, entre guillemets, approximatif, pour laquelle un client régulier peut payer un repas individuel versus le prix qu'elle peut vous coûter, considérant les produits nichés du terroir qui le composent? Là. Comment vous composez avec cette réalité-là? Peut-être que vous n'êtes pas obligé de nous donner vos chiffres précis, là, mais effectivement, jusqu'à combien le consommateur est prêt à payer versus ce que ça pourrait coûter, là? Ça a changé beaucoup au courant des dernières années, en fait, parce que le Cendrillon a maintenant 6 ans, en fait, puis la réalité de la première année n'est pas la même du tout que cette année. On s'entend parce que les gens sont de plus en plus réalistes par rapport au coût de la main-d'œuvre et au coût de l'achat des produits, en fait, qui a monté en flèche au courant des dernières années, puis qui augmente encore. Là, on fait une réouverture cette semaine, puis il faut encore ajuster les prix qu'on avait ajustés il y a moins de 6 mois parce que c'est encore plus réaliste. Le client moyen, par exemple, dans notre cas, nous autres, on parle de la facture du client par personne, on va aller chercher une moyenne d'environ 65 la facture, ce qui inclut à boire et à manger. Sur cette facture-là, le client est prêt généralement à payer environ, je dirais, 60 à 70 au niveau de la nourriture, plus une petite différence pour les consommations, etc. Donc là, puis si on parle d'avant taxe, on est avant pour boire aussi. Donc, il y a quand même une charge qui est de plus en plus élevée pour le client. La chance qu'on a, c'est qu'on, par exemple, dans notre établissement, nous autres, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a le même privilège que nous. On a une belle clientèle régulière. On a des gens qui sont conscients des prix en fait, de nos difficultés, en fait, etc. Donc, les gens sont prêts à payer ce prix-là. Puis même, on peut tranquillement augmenter en fait la charge du prix parce que le client comprend, puis on est capable de le communiquer, vu qu'on a un petit établissement comme Mademoiselle Romero, en fait, on est capable de communiquer ces difficultés-là aux clients. Les gens sont réalistes par rapport à la situation, mais si on va dans un milieu où on est un plus grand restaurant ou que les propriétaires ne sont pas nécessairement sur place, les employés ne sont pas au courant de ces informations-là, puis ne sont pas capables de les véhiculer aux clients, j'imagine que ce n'est pas du tout la même réalité, puis les gens vont être un petit peu plus réticents à payer le prix que nous autres, on a le privilège de pouvoir charger, mais ça reste que versus le prix d'achat, nous, on veut quand même garder une marge qui est intéressante pour bien arriver, payer nos employés de façon respectable, même très respectable, mais la marge est toujours très mince pour nous, donc si je peux charger 65 $ pour un repas pour un client, il ne nous reste pas grand-chose à la fin, c'est pour la question de la personne. Absolument. On a une dernière question, je pense, d'Hélène Poulain-Côté. Est-ce qu'il y a souvent des enjeux de qualité avec les petits fournisseurs ou c'est marginal? Et quel type d'enjeu est rencontré? On parle de maladies, insectes, mal conservés, présence de terre, etc. Est-ce qu'on parle de l'importance de la traçabilité, l'importance de travailler avec les producteurs locaux, mais est-ce qu'ils vous donnent aussi cette qualité-là qu'on pourrait attendre de quelqu'un d'un peu plus gros, là? La raison pour laquelle il me fait un immense plaisir de payer un peu plus cher pour des produits qui sont d'ici, c'est qu'on a la chance, encore une fois, j'ai mentionné, de sélectionner, par exemple, les maraîchers avec qui on va faire affaire, ou les producteurs, les cultivateurs, etc., etc. Donc, on s'attend à un certain standard de qualité. Puis, je vous dirais que les gens d'ici ont beaucoup plus tendance à respecter ces standards de qualité-là, puis à s'assurer qu'ils soient au rendez-vous parce que par exemple, on faisait affaire avec les jardins de la Mescla avant, en fait, qui a des produits absolument extraordinaires. Et je pense que je n'ai jamais reçu un seul produit de chez eux qui n'était pas à nos normes. Par exemple, on s'entend que si ces gens-là veulent s'assurer d'avoir des clients, de pouvoir vendre leurs produits, d'arriver une semaine et dire hey, il me reste juste, par exemple, telle quantité de poireaux, par exemple, puis j'ai personne qui les achèterait, aimerais-tu les avoir? Oui, je vais te les acheter parce qu'ils sont toujours excellents vos produits. Donc, on peut s'assurer d'un échange avec le cultivateur s'il nous amène
nous assure une qualité de produit. En fait, on n'a jamais à s'en soucier. Donc, je dirais qu'au niveau des producteurs avec qui nous, on a fait affaire, je pense que je n'ai jamais eu de problématique en 6 ans au niveau de la qualité, de la fraîcheur du produit. Si on compare, par exemple, avec les distributeurs majeurs, j'en ai tous les semaines. Oui. Peut-être qu'il y a une question aussi, hein, on vient à ce circuit court, moins il y a un intervenant entre nous, plus le producteur va vouloir assurer une qualité de son produit, il va être fier de son produit. Il sait que sa réputation est en jeu d'une certaine façon s'il ne répond pas aux demandes. Donc, il a d'autant plus intérêt à vraiment offrir quelque chose de bien. En terminant, Stéphanie, Alain, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas pour moi. Stéphanie, non, ça va? Merci, ça va. Bon, merci beaucoup à vous trois pour ce bel échange. Merci à vous, chers participants, de votre présence, de votre attention, de vos questions nombreuses aujourd'hui. Vous savez, on a été jusqu'à 122 personnes et vous êtes restés là. On est encore 111 personnes actuellement. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc, assurément, des sujets qui vous intéressent, qu'on a abordés aujourd'hui. Alors, je profite de ce moment pour remercier les partenaires fondateurs du Gastronomic Lab, l'Université Laval, l'ITHQ et la Société des casinos du Québec qui ont permis à cette unité mixte de recherche de voir le jour et de favoriser l'innovation et de faire rayonner la gastronomie québécoise. Alors, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine, le 7 février, donc pour notre rendez-vous, le dernier rendez-vous, mais non le moindre, qui portera sur les produits d'ici sous la loupe, révéler leur plein potentiel. Et donc, un grand merci de la part de toute l'équipe et des co-directrices Sylvie et Véronique. On vous salue, donc du Gastronomic Lab, et je vous dis, moi, à la semaine prochaine.